Bonjour Xavier Fontanet. Oui, bonjour. Vous êtes un ancien grand patron au cours de votre vie professionnelle. Vous avez travaillé dans différents secteurs, l'industrie mais aussi le secteur des services, et vous avez transformé des PME en leaders mondiaux. Il s'agit de Beneteau, Eurès et puis le groupe Essilor, dans lequel vous avez dirigé pendant 19 ans, un groupe qui pèse 100 milliards d'euros. Aujourd'hui, il y a le sommet Choose France qui s'ouvre à Versailles. L'attractivité de la France reste importante aux yeux des investisseurs, même si elle baisse un petit peu. Quels sont les atouts de la France pour les étrangers, Xavier Fontanet? Oh là là, question. Alors, bon, c'est très bien évidemment de comprendre que c'est fondamentalement l'entreprise qui crée les jobs. Oui. Et ça, je pense que c'est-à-dire pas la politique. Oui. Et donc, je crois que c'est très très important. Et il y a un élément très important qui s'est passé qu'on n'a pas compris, c'est que la désindustrialisation du pays, pour moi, elle a commencé à la mort de Pompidou, quand De Gaulle et Pompidou étaient inspirés par Jacques Rueff. Alors les gens le connaissaient pas bien, mais c'est quelqu'un qui était pour garder un État en dessous de 30% du PIB. D'accord. Et puis toujours avoir des excédents budgétaires, c'est-à-dire avoir une dette à zéro. Et donc c'est d'ailleurs ce que Pompidou et De Gaulle avaient fait, et donc en fait c'était surtout donner la main aux entreprises. Alors ça n'empêchait pas d'avoir des grands projets, de créer des avions, mais c'était des projets d'inspiration. C'est pas l'État qui faisait les avions. Il disait, vous voyez l'idée. Oui, bien sûr, c'est les entrepreneurs la main aux entreprises. Qui créent la dynamique, après, en fait. Il y a eu un énorme changement qu'on a mal expliqué. C'est lequel c'est Giscard d'Estaing, parce qu'il faut nommer les choses quand même, si on veut vraiment, qui a donc a admiré un gars qui s'appelait Stoléru, qui a poussé Keynes. Lionel Stoléru, vous avez connu. Et donc Keynes, c'était une vision complètement différente, c'est l'idée que la dépense publique stimule l'économie. Et la nouvelle génération d'hommes politiques, voulant marquer la différence avec les anciens, a poussé ce système. Et c'est ça qui explique le fait qu'il y a eu des déficits budgétaires. Alors évidemment, Mitterrand s'est emparé du truc, ça a permis de justifier toutes les dépenses. Ça fait 50 ans qu'on est arrivé à des dépenses publiques, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a des déficits? C'est que vous montez le poids de la sphère publique. Or, tous les prix de revient d'entreprise, moi je peux vous dire que je connais le truc, tous les coûts de la sphère publique rentrent dans les prix de revient. Parce qu'en gros, la sphère sociale, ça rentre dans le prix de revient par le salaire, puisqu'en gros, il faut doubler le salaire. Donc, et puis, deuxièmement, tout ce qui est dépenses publiques, c'est tous les impôts. Et donc, quand vous avez une entreprise française, et moi, je peux vraiment l'attester parce que c'est mes 45 ans de vie professionnelle, vous avez une pénalité dans le prix de revient qui est liée à ce que les charges sociales sont beaucoup plus élevées que, par exemple, l'Allemagne ou les Pays-Bas. Puis, deuxièmement, vous avez donc un résultat plus petit. Et puis, comme les impôts sont plus élevés, l'État en prélève plus, et donc l'investissement. Alors si vous prenez une année... Ce sont des boulets qu'on se met au pied. Et sur 50 ans. Parce que si vous voulez, sur une année, ça va être des petits pourcentages, on ne le verra pas. Mais le vrai sujet est là. Donc moi, je veux bien Choose France, mais je dirais, on va peut-être rappeler Rueff. Et je pense que, je veux dire que dire on revient à Rueff, c'est plus important qu'un grand dîner à l'Élysée, qui est une bonne idée de voir les gens et dire qu'on est ouvert. Mais je pense qu'il faut revenir aux causes. Et les causes, ça met en cause beaucoup de choses. C'est ça le paradoxe, c'est de Choose France, et on note une attractivité très importante de la France, même si elle baisse un petit peu. Et puis en même temps, comme vous venez de le signaler, le souligner, on le sait tous, la situation de la France au niveau de sa dette, de ses déficits, est très inquiétante. Alors c'est évident. Alors, ce qui est très bien, c'est que les gens commencent à comprendre que 3300 milliards de dettes, c'est grave. Il y a eu toute une idée de dire c'est pas grave, on remboursera pas. Oui, un peu l'idée d'argent magique quand vous discutez avec les gens alors il faut dire aussi que dans l'argent magique, il y a eu toute l'idée de l'État-providence. Ensemble loi Chirac. L'État-providence, ça a donné l'idée pour la gauche, on rembourse pas. Et donc je crois que les gens sont en train de changer. Et comprennent qu'une dette élevée avec du déficit, ça commence à devenir ennuyeux. Alors ça, c'est une très bonne chose, parce que si on veut faire des vrais changements, il faut aussi que l'ensemble de la population le comprenne, vous voyez, parce que ça joue à l'attractivité. C'est là où on retrouve votre casquette de grand patron. Il faut embarquer tout le monde, c'est ça? Alors, bon, le grand patron, j'aime pas trop. Vous aimez pas ce mot? Non, j'aime pas ça. Pourquoi? Non, alors je veux dire parce que... Pourquoi vous aimez pas ce mot? C'est la réalité, c'est un énorme groupe Essilor. Il y a des personnes, vous voyez. Je pense qu'il faut, quand vous mettez les grands patrons, c'est la sociologie, on met une grande case, vous voyez. On est tous très différents. On a tous des histoires très différentes. Nos entreprises sont toutes différentes. Et il faudrait raconter toutes les histoires des leaders mondiaux individuellement. Elles sont toutes différentes.
Hein, il y a des hommes de marketing géniaux, il y a des gens qui sont des industriels, il y en a qui sont des chercheurs. Donc, et il faut montrer qu'une entreprise, c'est comme une personne. Et ça, c'est très important à comprendre. Et les États qui comprennent que chaque entreprise est différente, il faut trouver par quel bout on les attire. C'est ça, vous voyez. Est-ce qu'on peut diriger, vous me parlez des entreprises, les personnes, est-ce qu'on peut diriger la France comme on dirige une entreprise et vous à la tête de l'État, avec un État avec une dette aussi importante, des déficits aussi importants, vous commenceriez par quoi? Alors, écoutez, moi je vais vous dire, j'ai assisté par mon activité mondiale aux réformes canadiennes, néo-zélandaises. Oui. Et alors, quelle leçon vous en avez tiré? Alors la clé absolue, c'est laquelle? C'est que le chef d'État commence à dire qu'on est en danger financier. Et Roger Douglas, le néo-Z, Schröder, l'allemand, et Jean Chrétien, le Canadien, ont dit, écoutez, attention les amis, on est en situation extrêmement grave. On va perdre notre identité et nos marges de manœuvre si on continue à s'endetter. L'État n'a pas d'argent, d'accord. L'État va freiner les entreprises s'il devient trop dépensier. Alors je m'excuse, mais on va passer au régime jockey. Et vous savez, il faut que l'État comprenne qu'il est en concurrence. Alors j'expliquais, je prends une petite image, l'image du jockey et du cheval, c'est-à-dire que le cheval, c'est l'entreprise et le jockey, c'est l'État. Et actuellement, le jockey français, c'est 58% du PIB. C'est 2 fois plus élevé en poids qu'un jockey moyen quand il est à 42% du PIB. 2 fois trop lourd. Et j'ai jamais vu de jockey obèse gagner l'Arc de Triomphe. Ça n'existe pas. Alors l'idée, c'est pas de réduire l'État. Moi, j'ai vécu dans tous les pays, je sais ce que c'est qu'un pays où il n'y a pas d'État, on se fait assassiner, on se fait racketter, et on n'a jamais travaillé dans ces États. Donc je sais l'importance de l'État. Et on a des grandes valeurs en France. On a une autre fonction publique dont les individus sont extrêmement puissants. Regardez à la télé. Regardez nos ambassadeurs à la télé. Éblouissants. Qui viennent aussi sur ce plateau. Regardez les militaires. Vous vous rendez compte? Ils sont géniaux. Alors, ils sont à la retraite, donc ils sont plus libres pour parler, mais vous voyez la qualité, et la fonction publique française est de très haute qualité. L'autre grande qualité qu'elle a, c'est qu'elle est honnête. C'est un des pays qu'on est honnête, on n'est pas du tout, il n'y a pas de raquettes et tout. C'est une énorme valeur, d'accord? Le seul défaut, c'est qu'il y en a trop. C'est trop lourd. Il y en a beaucoup trop. Ça pèse trop on a lourd. Complexité, vous comprenez? Et je pense que le travail à faire, c'est simplifier. Et la simplification, alors il faudrait d'autres, vous m'aimerez inviter. Oui, on pourrait y passer des heures avec vous. Peu sur la simplification, mais tout le monde pense à te comprendre. Vous voyez, je discute beaucoup avec des ex-gilets jaunes. J'adore discuter. Oui. J'adore discuter avec les gens dans les taxis. Oui. D'accord? Et ils comprennent tout ça. Oui. Ils comprennent qu'on est devenu dans un monde trop complexe. Oui. Il y a trop de normes partout. Et puis qu'il y a vraiment des impôts trop élevés. Les gens ont vu depuis 10 ans les feuilles de paye se rétrécir. Bon. Et donc, je pense que les gens sont prêts. Et il faut faire comme Napoléon, si vous voulez, à la veille des grandes batailles. Il faut dire, écoutez, la vraie bataille maintenant, c'est baisser les coûts. On va passer par un moment un peu difficile. Et les thèmes les plus intéressants que j'ai vus, c'est par exemple les Allemands, qui est la notion de solidarité exigeante. C'est-à-dire qu'il est évident qu'on a des dépenses sociales aussi qui sont très élevées, d'accord? La solidarité, ça reste essentiel. Ça, vous ne le remettez pas en question. Qu'est-ce qui fait un pays, d'accord? Mais on va demander de faire des efforts. Et on va demander à chacun de faire un effort pour faire économiser le maximum à l'État. Xavier Fontanet, entre être conscient de faire des efforts et faire des efforts réellement, et que chacun prenne... Est-ce que les Français sont prêts à ça, les Français? Alors, je pense que les Français, si vous voulez, je crois beaucoup à Napoléon. Napoléon, la veille des batailles, vous savez, à Austerlitz, il allait dans les tentes et il disait aux grognards, écoutez, vous êtes des gars sérieux, on a demain une bataille très importante, et je vous explique ma stratégie. Et je vous explique pourquoi gagner Austerlitz est capital, parce que si on gagne la bataille, on gagne la guerre. Bon. Et les gens lui disaient, écoute, empereur, tu nous as pris pour des gens sérieux, on sera demain au combat. Bon. Et moi, j'ai vécu plusieurs fois dans l'entreprise des moments très graves où on était presque à devoir fermer l'entreprise. Quand vous réunissez, et en France, et quand vous réunissez tous les Français, vous arrivez à trouver le ton. Alors c'est là où les médias sont très importants. Le ton et la pédagogie. Et la pédagogie, et c'est là où les médias sont très importants, parce que en Allemagne, si vous voulez des groupes, des grands groupes de communication allemands, on dit c'est très grave, Schröder, on t'aide. Et donc on a arrêté d'avoir les gens qui tout le temps cassaient avec des trucs idiots. Donc il faut aussi que les médias comprennent que la situation est grave.
grave, et que les médias accompagnent des gens qui parlent sérieusement. Vous voyez ? Et je pense, moi je suis persuadé, j'ai vécu 3-4 fois en France des situations assez analogues, avec des filiales, donc les gens pouvaient dire la maison est très riche, pourquoi ? J'ai dit non, c'est très grave, et à ce moment-là, les gens se mettent tout à fait à la hauteur. Et donc, moi, c'est le concept, je trouve, le plus important, c'est la solidarité exigeante. Vous voyez, on est solidaire, mais par exemple, il avait dit, il vaut mieux un job pas tout à fait satisfaisant que l'horreur du chômage à la maison. Donc, on dit à quelqu'un, écoutez, il y a un job, c'est pas l'idéal, vous le prenez, et vous serez dans la boîte et vous repartirez. Vous voyez, c'est donner ces sentiments. De rester dans une dynamique du travail, parce que justement, voilà. Il y a des mutations, notamment celle du travail ou le rapport des personnes au travail. Est-ce qu'il y a une rupture d'après vous ? Mais oui, alors si vous voulez, c'est là, on va nommer les choses un petit peu. Je suis pas homme politique, mais je suis retraité, donc je peux dire des choses. Il est sûr que ce qu'a fait la gauche, ça a été l'idée de j'augmente mon temps libre en donnant du boulot. Donc il y a eu la version Mitterrand, retraite à 60 ans. On était à 65, on descend à 60. Et en partant plus tôt à la retraite, on libère du travail quand il y a moins de chômeurs. Et puis Martine Aubry, c'est magnifique. J'ai plus de temps libre, je passe de 40 à 35, et ce temps libre, j'embauche. Mais qu'est-ce qu'on a vu ? Ça crée le chômage. Ça marche pas du tout. Donc il faut revenir à l'idée qu'en fait on est dans un monde concurrentiel et que le travail... Alors moi je dis, mon idée si vous voulez, c'est que je n'aime plus parler de travail, j'aime bien parler de métier. Vous avez, chère madame, un métier qui consiste à interviewer les gens, mettre en confiance. Un métier, ça veut dire des compétences. Des compétences, un ensemble de savoir-faire. On pourrait couper votre métier en petits morceaux, mais vous avez tenu à préparer l'interview vous-même. Vous n'avez pas dit, tu me préparais. Bon, donc vous avez un ensemble de savoir-faire. Et ce métier, qu'est-ce qui fait qu'on vit bien ? C'est quand on excelle. Pourquoi une entreprise gagne de l'argent ? C'est quand elle excelle dans son métier. Donc moi, je suis pour ne plus parler de travail, ne parler que de métier, l'excellence du métier. Vous pouvez devenir championne du monde d'interview. Un jour, on vous passe un coup de téléphone de je sais pas quoi qui vous dira, chère madame, écoutez, je vous taquine, vous riez, donc j'ai raison. Et donc à ce moment-là... donc ça veut dire aussi accompagner les gens pour améliorer les compétences, bien sûr, il faut de la formation, mais je crois que le truc le plus fondamental, moi j'ai beaucoup appris au Japon, et je ne sais pas si vous connaissez le concept d'ikigai. Dites-moi. Alors le concept d'ikigai, c'est en fait la constitution d'Okinawa, et il y a la conception du travail. D'abord, il parle de l'entreprise dans la Constitution, contrairement à la France où on ne parle pas d'entreprise. D'accord ? Donc la Constitution... C'est pas tout à fait la même adhésion à l'entreprise au Japon qu'en France. D'accord, donc petit point. Mais le plus important, c'est qu'ils expliquent la beauté du métier. Et ils disent, vous prenez un artisan, vous voyez, un artisan il va faire des tasses. Bon. Mais si cette tasse est merveilleuse, l'artisan va avoir un statut plus élevé que le patron d'une grosse boîte qui bousille la boîte. Ce qui compte, c'est pas le niveau dans la hiérarchie, c'est l'excellence de votre métier. Vous avez vu le truc ? Alors ça, il n'y a rien de plus consensuel. C'est-à-dire que moi, je sais très bien, moi-même ma femme de ménage, vous voyez, la maison est d'une propreté extraordinaire. C'est chacun à son niveau donne le meilleur de lui-même et reconnu en tant excellent dans sa... Par exemple, des restaurants, moi je sais que les deals les plus importants qu'on a fait, par exemple les Japonais, c'est parce que le restaurant... Alors je vais vous dire, j'avais briefé le cuisinier et les maîtres d'hôtel en disant on a un rendez-vous avec Nikon, on veut un déjeuner extraordinaire. Les gens qui servaient étaient au courant. Et je leur ai dit on va bousculer toute l'industrie de l'optique si vous voulez. Et les Japonais n'arrivaient pas à croire que les Français étaient si bons, si excellents. Parce que même dans le service, dans l'implication, c'est ça, des serveurs pendant le déjeuner ? L'implication des serveurs a persuadé les PDG d'une très grosse boîte japonaise de dire les Français sont excellents. Et donc j'ai été félicité après qu'on ait fait le deal. Et je leur ai dit dans l'ensemble du deal. Et alors, si vous voulez, le truc très important, c'est que chacun, même le balayeur, vous voyez, moi je suis toujours intéressé, quand je donne des cours de stratégie dans la maison, je demandais que les balayeurs soient là. Vous savez qu'un bon balayeur, il choisit les balais, il choisit la vitesse de balai, il donne des grands coups, des petits coups en fonction de la poussière et tout. Il y a un savoir-faire extraordinaire. Donc, et la reconnaissance, alors, c'est ça, dans tous les savoir-faire. Mais par exemple, chez Essilor, si on a besoin d'usines extrêmement propres, parce que s'il y a des poussières, vous les avez sur les verres. Oui. Donc le balayeur... C'est un vrai sujet. Attendez, le balayeur, il améliore les rendements. Mais quand vous lui expliquez ça
vous transformez son travail. Donc je pense que vous transformez son métier, vous voyez. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut expliquer que les finances, maintenant, c'est très grave. Hein, deuxièmement, et puis alors après, il faut utiliser les très grands groupes français qui sont leaders mondiaux. On est très dégourdis. Alors comment on les utilise? Vous dites qu'il faut les utiliser, comment on les utilise? Je veux dire, il faudrait, justement, c'est quand vous dites les grands patrons, il faut les prendre les uns après les autres. Faites venir individuellement chaque patron d'une très grande boîte mondiale qui a réussi, et vous lui donnez 1 heure pour qu'il raconte son histoire. Et vous faites des belles émissions, on met ça bien en évidence, pour montrer qu'une grande entreprise, c'est des exploits. Si vous saviez, alors maintenant en plus il y a le mariage avec Essilor-Luxottica, on a avec Essilor-Luxottica une des plus belles boîtes d'Europe. Elle pèse vous dire combien de... Ah ben c'est 100, vous disiez c'est plus que c'est 120 milliards de capi. Moi j'ai connu Essilor, j'ose pas dire, mais quand je suis rentré, c'était 200 millions, et quand on a commencé à travailler au BCG, ça devait être 10 millions. Donc j'ai connu 10 millions à 100 milliards, donc, 120 milliards. Beaucoup d'atouts. Ben attendez, mais si vous saviez les merveilles qui s'est passé. C'est ça qu'il faut raconter. Alors quand vous dites les grands patrons, alors on va parler de Ghosn, ça donne une image. Et ça, négative à vos yeux. Bah, bien sûr, mais pour des gens comme moi, je me reconnais pas, c'est décourageant. Hein. C'est décourageant. Hein. C'est décourageant ce terme-là. Parce que attendez, on a fait des merveilles. Xavier non mais c'est-à-dire, je vous montre la lune et vous regardez le doigt. Voilà, vous voyez. Alors au lieu de regarder ces merveilles, vous regardez mon doigt. Non, il faut regarder la lune. Vous voyez. Donc il y a un gros pédagogie. Les médias, vous avez un rôle capital dans cette affaire. J'aimerais, Xavier Fontanet, on arrive presque à terme de ce temps qui est passé trop vite. Voilà. J'aimerais... Quel message vous donnez, vous, à notre jeunesse, une jeunesse qui est souvent doute, qui est anxieuse? Est-ce que vous avez un message à leur donner? Alors, moi, je dis toujours... Alors, moi, si vous voulez, vous avez compris que je pense que l'excellence du métier vous emmène au bout du monde. Hein. Au fond, c'est l'excellence du métier du verre qui fait qu'Essilor, qui était une petite PME locale, est devenu leader mondial. D'accord? Alors, moi, je dis à tous les jeunes, d'abord, je dis, il n'y a pas le travail, il y a le métier. Hein? Alors le métier, on ne peut pas le choisir tout de suite. Ça arrive à un moment donné. Hein? Et je dis, vous faites ce que vous voulez, mais vous le faites bien. Vous faites ce que vous voulez, mais vous le faites bien et portez-le au niveau top mondial. Vous voyez, ça, c'est la clé absolue. Même mon assistante, je disais Marie-Laurence, t'es une assistante exceptionnelle, mais je disais, vous êtes top mondial. Je pense que l'assistante du concurrent Oya, vous êtes plus forte. Vous voyez? Vous comprenez? Alors, le métier, ok, il faut avoir aussi un bon chef. Il faut un bon chef, oui. Il faut choisir le chef. Il faut choisir ses chefs. Il faut choisir le chef, oui. Ah, mais comment on choisit son chef? Vous discutez avec lui. Avant de... On ne connaît pas toujours tout. Oui, mais alors, attendez, après, vous grimpez. Après, il faut voir que l'excellence aussi, quand quelqu'un est bon dans une boîte, il grimpe. On donne l'idée que tout est... Vous savez, il y a Bourdieu qui a expliqué que vous dépendez de votre classe sociale. Bon, ça, moi, je ne peux pas le supporter, celui-là. Mais en fait, quand vous êtes bon dans une entreprise, vous grimpez. Vous comprenez toute l'histoire. Il y a non seulement Essilor qui a grimpé dans le monde entier, on est passé de 10e à leader mondial. Bon, mais en même temps, quand vous avez une maison qui grandit, tous les grands talents ils grandissent dans la maison. Donc vous multipliez l'explosion géographique avec le fait que vous grimpez dans la boîte. Donc les gens ont eu des carrières absolument extraordinaires, hein, et ils étaient dans leur métier. Hein. C'est pas forcément des PDG, mais il y en avait qui étaient des champions du vernis, l'autre du marketing, le troisième l'informatique, de logistique. Donc vous avez des champions. Les 2-3 qualités primordiales qui font un bon chef, Xavier Fontanet. Là c'est la question idiote, excusez-moi. Non, c'est une question américaine. C'est la pédagogie. Non. Je pense que chacun. Non. On a tous. Il faudrait que vous invitiez tous les patrons de grosses boîtes qui ont réussi. Vous allez voir, ils sont tous différents. On ne peut pas catégoriser. Il y en a qui sont qui sont montés par le... Alors, il y a deux choses qu'il y a quand même, si vous voulez. Oui. Je pense qu'il faut à la fois quand même les concepts de stratégie. Oui. Il ne faut pas se tromper. Ça, c'est difficile. Ça, c'est la feuille de route. Ouais, mais c'est pas évident. Comment ne pas se tromper, vous voyez? Il y a après quand même une question de chance qui est le charisme. Le charisme, c'est un mystère. Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, c'est Démosthène et Aristote et Périclès. Démosthène, on dit il a bien parlé, donc il fait un beau discours. Bon, et Périclès, tout le monde dit on y va. Vous voyez la différence entre eux? Il a bien parlé, on y va. Donc il y a des gens qui sont capables. La parole, l'action. Il y a des gens qui sont capables de motiver par la parole, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et ça, donc il y a un côté mystérieux. Je crois que pour les garçons, c'est l'amour des mamans, et pour les filles, c'est l'amour du papa. Qui fait le charisme. Qui fait le charisme. Je pense que l'amour de la maman pour le garçon et l'amour du papa pour la fille fait qu'on est bien dans ses pompes.
Et c'est ça qui fait qu'il y a du charisme. Et puis après, il faut quand même le sens de l'humain. Il faut à la fois un très grand sens de la stratégie et la capacité de créer la confiance. Vous voyez ? Donc là, il y a un petit côté miraculeux. Mais je peux vous donner des cours. Vous m'invitez, je vous fais un cours sur la confiance. Avec plaisir pour vous retrouver une prochaine fois avec grand plaisir. Merci Xavier Fontanet d'avoir été avec nous. Et puis on peut vous lire aussi Xavier Fontanet. Hein, on vous écoute avec grand plaisir. Mais vous avez écrit lisez le dernier de la stratégie en entreprise. De la stratégie en entreprise aux éditions Manitoba. Merci beaucoup. J'attendais pas. Merci d'avoir coup de main final.